Monsieur Serge Brousseau, merci d'être ici aujourd'hui parce que ça fait longtemps que je te demande qu'on fasse un podcast ensemble parce que tu as tellement de bonnes choses à dire, des bonnes anecdotes à raconter de l'immobilier. Fait que merci d'être ici. C'est-tu parce que je suis vieux que j'ai tant de choses à raconter? De la sagesse. Moi, j'aime pas ça dire vieux. C'est de la sagesse, Serge. Donc aujourd'hui, je vais te poser des questions. Tu n'es pas au courant des questions? J'y vais. On va se relancer. J'ai beaucoup... En fait, j'ai beaucoup d'idées sur où ce que je veux t'apporter aujourd'hui parce que tu as un rôle dans l'immobilier. Tu as un rôle dans l'immobilier de leader. Si je peux me permettre, est-ce que tu es d'accord? Probablement, parce que je me suis impliqué beaucoup. Oui. J'ai quand même été président de l'OACIQ pendant 12 ans. Ça s'appelait même pas l'OACIQ dans ce temps-là. Ça s'appelait comment? l'ACIQ, l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec. Intéressant. J'ai été président de la Chambre immobilière du Grand Montréal en 97. Wow. J'ai fondé le Collège d'enseignement en immobilier. J'ai été dans plusieurs comités à droite et à gauche. J'ai été à la fédération. Un leader. Je les ai passés toutes. Oui, bien, c'est un honneur pour moi de passer en entrevue aujourd'hui, Serge, parce que moi, l'immobilier, ça me passionne depuis très longtemps. J'ai commencé assez jeune dans le monde de l'immobilier, en fait, parce que moi, je ne suis pas courtière, mais on a commencé à collaborer ensemble. Ça fait combien d'années? À peu près 5-6 ans, peut-être? Oui, certain. Un bon 5-6 ans? Certain. On a fait plusieurs projets ensemble, dont les guides pour tes courtiers aussi. Puis on n'a pas fini, hein? On n'a pas fini. Non, c'est le début, effectivement. Ouais. Puis, en fait, moi, le but du podcast, c'est d'aider les courtiers à aider les gens. Ça a toujours été mon motto en immobilier parce que moi, j'ai commencé à me passionner quand j'ai vécu des mauvaises transactions immobilières. Puis j'étais fâchée contre l'immobilier, puis je me suis dit, je vais les aider. Tu sais, je peux pas juste être fâchée, ça sert à rien. Fait que je vais m'impliquer, puis je vais changer le monde. Je veux le révolutionner. Bravo. Ma première question, Serge, pour toi, c'est quel conseil tu pourrais donner à un courtier immobilier? Si j'avais recommencé même, c'est d'aller chercher le plus rapidement possible la compétence, de connaître son rôle rapidement. Intéressant. Puis, c'est pas quelque chose, tu sais, des fois, on dit, on va apprendre sur le tas, tu sais, mais ça se dit des fois encore. Mais tu peux pas apprendre une profession, mais c'est fini, ça. L'immobilier, c'est vraiment une profession aujourd'hui. Absolument. Puis, on n'accepterait pas d'un dentiste qui ne sache pas exactement quoi faire avec un problème de gencive ou un problème de dents. J'accepterais pas qu'un courtier immobilier puisse pas me donner la bonne information dans une transaction immobilière pour bien vendre ma propriété, pour bien annoncer ma propriété, les conseils. Notre travail est un devoir de conseil. Pour conseiller, il faut avoir des connaissances. Et je lisais un livre il y a peu de temps, parce que je lis beaucoup, mais il y a 3 choses importantes pour être choisi dans la vente ou pour être un bon vendeur, mais vendeur dans le bon sens, là, tu sais, pas un vendeur, mais un vendeur. D'avoir confiance en soi. Okay. Fait que c'est ce que j'essaie d'enseigner à tous les gens qui commencent dans cette profession-là, puis c'est pas simple, parce qu'on commence à tout âge, hein? Oui. Mais les gens ne travaillent pas assez sur eux. C'est pas juste dans la connaissance du courtage, mais sur eux. Comment on peut faire pour être une personne qui a l'air bien, qui a l'air en confiance, qui a l'air à savoir de quoi il parle? Le savoir-être autant que le savoir-faire. Ah, mais complètement. Puis après ça, être capable d'énumérer les avantages de sa profession. OK. C'est particulier parce que on sait, puis je reviens avec un dentiste parce que je trouve que c'est un exemple parfait, ou je pourrais prendre un psychologue. Absolument. On sait ce que ça fait. Mais la majorité des gens ne savent pas encore ce que ça fait un courtier. Puis malheureusement, il y a beaucoup de courtiers qui ne savent pas nécessairement tout ce qu'ils ont à faire. Et ça, je le déplore, mais c'est peut-être pour ça que je suis encore là. Fait que ça, c'est excessivement important. Puis après ça, l'entreprise que tu représentes, elle devient aussi importante, OK? Parce que ça, c'est du travail qui est fait en masse. Puis aujourd'hui, avec les médias sociaux et tout ça, bien, tu peux être publicité de toutes sortes de façons. Mais moi, pour répondre bien à ta question et rapidement, c'est travailler sur soi. Est-ce que, parce que pour rentrer comme courtier immobilier, ça prend pas tant d'études, on s'entend, comparativement à un dentiste ou un psychologue. Pas tant, effectivement. Puis la charge qui vient avec le rôle d'un courtier immobilier est immense. On joue dans le sens,
on gère des patrimoines immobiliers, des gens qui mettent toute notre confiance dans les mains d'un courtier immobilier pour prendre les bonnes décisions. Fait que oui, je suis d'accord avec toi parce que c'est continu, l'apprentissage, dans n'importe quel domaine. Est-ce que tu penses, en parallèle à ça, qu'un nouveau courtier devrait aller en équipe pour commencer, pour être avec un mentor qui l'aide à rentrer dans le monde de l'immobilier? Là, dans ta phrase, tu as beaucoup de questions. Oui, En tout cas, j'ai beaucoup de de réponses. Mais la première affaire, je peux te dire une chose. Je suis convaincu que dans les années prochainement, certainement dans les prochains 3 ans, la formation de base des courtiers immobiliers va être augmentée. Good. Je suis convaincu de ça. On l'envoie dans l'univers. Je suis celui qui a créé les UFC. Je peux me faire haïr, là, les unités de formation continue. Parce que les gens me disaient, comment on peut vaincre sur ceux qui ne prennent pas de courtier, ce qu'on appelle les à-vendre par propriétaire? Oui. J'ai dit, c'est en sachant davantage qu'eux. Il faut en connaître plus que nos clients. Wow. Fait que si on veut en connaître plus que nos clients, bien, il y a juste une façon d'avoir plus d'expérience, puis d'avoir plus de conseils, donc plus de lecture, plus de connaissances. Fait qu'à partir de là, c'est excessivement important. Pour répondre à ta question, est-ce que c'est mieux d'aller en équipe? Moi, j'ai jamais été celui qui a propagé ou prôné ça. Parfait. Dans le sens qu'à moins d'être convaincu qu'on n'est pas nécessairement un leader ou nécessairement un bon vendeur, ou qu'il nous reste beaucoup de travail à faire, mais pas juste du travail, mais qu'on ne soit jamais capable d'aller plus loin. Je dis toujours, on donne pas des béquilles à un enfant qui n'est pas supposé être encore prêt à marcher. Tu comprends? Parce qu'à partir de là, c'est faux. Donnez-y son année, 1 an et demi, 1 an et 2 mois, 1 an et 3 mois, mais avant ça, c'est juste... Ça démontre un certain manque de confiance. D'aller en équipe? D'aller en équipe. Tu comprends? Fait qu'à partir de là, ben, va chercher les connaissances qu'il te faut, puis fais la mise en marché qu'il te faut. À partir de là, c'est parce que... Puis il ne faut pas se tromper. Aller en équipe, parce que j'en ai... Je cherche le bon terme, coacher plusieurs équipes aussi. Mais moi, je disais aux équipes, si quelqu'un veut aller travailler dans votre équipe, demandez-leur ce qu'ils vont faire pour vous. Comment ils vont faire pour améliorer votre équipe et pas l'inverse. Puis ceux qui me disent, j'irai peut-être dans une équipe, OK, je leur dis, qu'est-ce que tu vas apporter à l'équipe? C'est ça. Si j'étais dans une équipe de hockey, je ne vais pas chercher un joueur des Blackhawks ou d'une autre équipe parce qu'il n'est pas bon. Je vais le chercher parce qu'il est bon, puis il va augmenter la valeur de mon équipe. Puis il va finir par... Il nous manque un centre dans notre équipe, on a besoin de lui. Fait que quelle position tu veux jouer dans cette équipe-là? Si tu n'es pas prêt à répondre à ça non plus, il y a une problématique. Là, tu vas voir un dirigeant d'agence ou bien non un coach, puis tu te fais aider. Je trouve ça intéressant parce que c'est rare que quelqu'un va dire ça. Fait que j'aime ta perspective. Est-ce que... Mais je suis pas contre les équipes, non, hein? Mais j'adore parce qu'il y a beaucoup d'agences qui vont prôner d'avoir plein d'équipes, mais de revenir à l'essence même de pourquoi tu voudrais t'associer avec quelqu'un. Est-ce que c'est pour les bonnes raisons ou c'est pour en faire moins? Parce qu'il y en a beaucoup de courtiers qui veulent s'associer pour déléguer, pour en faire le moins possible au lieu de le faire mieux. Oui, mais tu sais... Travailler dans une équipe, c'est aussi partager les valeurs d'entreprise. Absolument. Moi, demain matin, j'irai pas chercher n'importe qui pour devenir un collègue de travail ou un partenaire dans mon entreprise. Je veux le connaître. Je veux savoir c'est qui. Je veux connaître ses valeurs. Je veux savoir les forces qu'il a. Qu'est-ce qu'il va faire en ça? Est-ce qu'il va combler mes carences à moi? C'est ça. Fait qu'à partir de là, qu'est-ce que ces gens-là vont chercher? Donc, je pense que... ça peut être, mais j'ai connu des gens qui ont excellé en équipe, qui n'étaient pas nécessairement, qui n'étaient pas faits pour être un travailleur, je dirais pas autonome, mais seul. Oui. OK? Ils n'étaient pas faits pour ça, mais c'était un bon 2e ou un bon 3e, puis ils ont réussi. C'est important de se poser la question. Je pense que ça revient aussi à, mettons qu'on le compare au sport. Il y a des gens qui ont grandi dans un sport de performance solo, vont peut-être plus exceller en solo dans l'immobilier versus le hockey, le soccer, où tu es tout le temps en équipe, que tu as besoin de te faire motiver ou par des pairs. Est-ce que tu penses que ça a un lien? Moi, je suis perdu avec ça. Comment ça? Parce que, dans le fond, je travaille toujours en équipe, mais tu parles en sport. Oui.
je fais toujours des sports individuels parce que ça me tombe ses nerfs, ceux qui sont pas assez bons. Fait que si je joue au volleyball, je vais gueuler tout le temps après les autres pour qu'ils gardent leur position, pour qu'ils fassent les 3 passes, pour être capable de me faire une passe, pour passer le ballon au filet, telle affaire. Là, ils le font pas. Là, je viens agressif. T'aimes pas se perdre. Surtout pas quand c'est causé par les autres. Je dis, il y a quelqu'un qui dit, je veux pas toujours gagner, mais j'aime pas perdre. C'est la ligne juste, est mince. La ligne est mince. Moi, j'ai couru pendant 25 ans. OK. Puis j'étais pas j'ai fait un marathon, mais j'étais pas fait pour faire ça parce que partir avec une gang là, non. Moi, j'arrivais chez moi, je mettais, puis je suis pas obligé d'être super habillé, un vieux t-shirt, une vieille paire de bobettes, puis j'allais courir mon heure. Je faisais 3-4 fois par semaine, c'était parfait. Puis écoute, la course, c'est formidable. Même quand tu voyages, tu arrives quelque part, là, tu fais 1 heure de course sur une île des Caraïbes. C'est incroyable tout ce que tu vois. C'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Fait que les sports individuels, ça nous confronte aussi. Puis on est en compétition avec nous. Et ça, c'est formidable. Parce que je dis souvent aux gens, surtout dans l'immobilier, on travaille, tu sais, nous autres, quand on fait une évaluation de propriété, on travaille sur des comparables. Tu sais, c'est comme ça qu'on arrive à déterminer la valeur d'une propriété. Mais je dis, faites pas ça avec les humains. Parce que nos priorités ne sont pas les mêmes. Je ne peux pas prendre des comparables de collègues de travail parce qu'ils n'ont pas la même vie que moi. Parce qu'ils n'ont pas la chance, peut-être, d'avoir un conjoint ou une conjointe qui fait leur souper à tous les soirs quand on arrive chez soi. Parce que moi, je n'ai pas d'enfants, fait que j'ai une certaine liberté. Mais si tu as 2 enfants, 3 enfants, tu ne peux pas tout faire à un moment donné. Non. Ce qui est important, c'est d'être capable de faire face à ses propres désirs, ses propres priorités, de l'accomplir puis d'être heureux de le faire. Tu sais, je fais souvent... Je parle beaucoup. Hein? Ben, t'es là pour ça. Je fais souvent la comparaison. Moi, je fais de la voile. OK. Puis, je dis toujours, la différence, c'est des gens qui font de la voile puis du bateau à moteur. Le bateau à moteur, c'est que tu as hâte d'être rendu. Tu sais, parce que là, tu mets les gaz. La voile, le plaisir, c'est de s'y rendre. Ouais. C'est complètement différent. Très bien dit. Puis, dans le courtage immobilier, des fois, c'est comme ça. Il y en a beaucoup, c'est des bateaux à moteur, OK? Ils veulent s'y rendre au plus vite. Ouais. Puis il y en a d'autres, c'est de dire, je vais faire une belle transaction. Mes clients vont être contents. Puis c'est tout ça l'objectif premier. Faire vivre une expérience. Mais complètement, parce que la rémunération, le salaire qu'on fait, c'est une conséquence d'un travail normalement bien fait. Puis s'il est bien fait, en plus, il va être répétitif. Puis c'est ça qu'on devrait chercher. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de courtiers de nos jours qui sont focusés sur le nombre de listings. Tu sais, j'ai tant de contrats de courtage que j'ai eus, mais il n'y a pas d'emphase sur comment que les clients ont vécu la transaction. C'est rare qu'on en parle, du moins. Tu sais, l'expérience. Puis je pense que, tu sais, si je peux me permettre, là, il y a une approche que je prône. Il y en a beaucoup qui misent sur une bouteille de vin à la fin d'une transaction. Si on arriverait avec une petite différence de dire on va gâter notre client tout au long de la transaction parce que c'est stressant, parce que c'est difficile, parce que la plus grosse charge de travail, c'est eux qui l'ont. Puis c'est émotionnellement, là, je viens de le vivre, puis ça jette quelqu'un à terre, déménager, dans le sens que c'est lourd, là, tu sais, on change toutes nos habitudes. Fait que si on prendrait plus le soin de prendre soin de nos clients, au lieu de focusser sur « Hey, le notaire, il arrive quand? » Tu sais, je pense que c'est juste un shift de mindset qu'il y a à avoir pour certaines. Oui, bien, il y a 2 pratiques. choses dans ce que tu mentionnes. Oui. La première, tu disais, beaucoup de courtiers focus sur leurs inscriptions, sur le nombre d'inscriptions. Probablement parce que c'est après la seule chose tangible dans des objectifs que tu peux réaliser. Dire, pour faire un tel revenu, je dois vendre, mettons, 15, 20, 30 propriétés dans mon année. Ouais. J'établis un objectif. Ça, c'est assez simple, sans être quelqu'un qui est vraiment à la valeur de l'argent, mais il sait ce qu'il y a de besoin. Ouais. Ça, c'est une chose. Mais tu as complètement raison. Mais complètement raison. J'ai un exemple facile. Je suis après rénover un bureau chez nous, puis ça fait comme 4 jours. Puis il y a des gens qui disent, bien, quand est-ce qu'ils vont finir? Là, ils vont faire ça. Mais si vous êtes courtier immobilier, vous devriez savoir que quand il y a des travaux, ça demande un certain temps. Oui. Mais quand un vendeur vend, puis tu dis, moi, je suis après faire l'expérience encore parce que j'ai acheté et vendu dans ma vie
plus de 20 fois. OK. Je suis vraiment dans l'immobilier, moi. Puis parce que j'aime ça décorer. Moi, je trouve que le temps le Moi plus aussi. passionnant, Placer les c'est choses. placer. Ah ouais. Écoute, je vends juste pour prendre des meubles, aller acheter une replacer, refaire un salon. Tu sais, ça crée comme une nouvelle vie. Ouais. Tu fais une nouvelle vie. Complètement. Ça t'amène ailleurs. Ouais. C'est assez rare, mais quelqu'un me disait, Monsieur Rousseau, vous n'allez pas encore vendre. Oui, mais là, j'ai le goût de vivre une nouvelle vie. Il me disait, vous n'en avez pas assez. J'aime ça. Puis Ouais. on ne se tente jamais de ce qu'on aime. Hein? Moi, j'aime l'immobilier, puis je vais continuer à le faire. Ouais. Mais c'est pas simple vendre une propriété. Et je parle pas pour les courtiers, là, je parle pour les clients. Absolument. Et c'est pas simple d'en acheter une non plus. Oui. OK? Parce que ça te demande... Ça fait partie des 5 plus grands stress de la vie, l'achat et la vente de propriété. OK? OK. C'est notre chum Rose-Marie Charret, qui était présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, qui nous disait ça. Fait qu'on Ouais. en est souvent pas conscient. On dit, comment ça fait qu'il répond pas? Comment ça fait? Mais c'est très particulier. Puis le processus de vente, le processus d'achat, il est souvent en 2 étapes. Tu sais, de dire, Ouais. je veux vendre. Mais la journée où là, tu es confronté à signer un papier, puis à faire une mise en marché, puis commencer à enlever les photos Juste ça, c'est émotionnellement difficile. de ton père, Ouais. de ta mère, de ça, de commencer à faire des boîtes. Là, juste là, tu es après changer ta vie. Oui. Puis t'amènes, c'est pas juste de vendre, mais c'est que tu traces une ligne sur un passé pour en commencer un autre. Ça peut être formidable, Bien sûr. mais ça peut être dur. Et l'achat, c'est un peu la même chose. Tu sais, je me souviens d'avoir été voir une voiture à un moment donné qui était vraiment très dispendieuse. OK. Puis j'avais pas de sous dans mes poches, puis de toute façon, je m'en allais voir, moi, une autre voiture, mais à l'intérieur du même concessionnaire. Fait que je me suis assis dans cette voiture-là. Puis écoute, fait que le vendeur est arrivé, puis je disais, c'est vraiment toute une voiture. Puis là, je lui demande le prix de la voiture. J'étais pas nerveux du tout, parce que je savais que j'étais pas pour l'acheter. OK. Tu comprends? Mais quand je suis retourné dans la voiture que j'achetais, là, j'étais un peu plus nerveux parce que là, j'ai commencé à poser des questions. Oui. Et là, combien ça coûte? Combien ça va me coûter par mois? C'est quoi le service, etc., etc., etc. Puis souvent, les courtiers ont peur des objections. Puis dans le fond, c'est là l'intérêt. Puis on a beau Oui. dire aux gens, tu sais, une objection, c'est pas quelqu'un qui est contre vous, c'est quelqu'un qui veut savoir. Oui. Et ça, bien, c'est un peu ce qu'on se disait même au début. Quand tu as la connaissance, puis quand tu sais ton rôle, quand tu connais ton rôle, ton avantage, tu sais, quand tu achètes un produit, Oui. tu veux t'assurer que ce produit-là est efficace. Quand tu achètes un service, tu veux t'assurer que ton service il est efficace. Puis c'est ça. Donc, il faut être efficace. Puis quand on n'est pas capable de le verbaliser, c'est problématique. Parce qu'on peut avoir plein de pensées, mais de verbaliser quelque chose qu'on sait, c'est d'autres choses. Absolument. C'est autre chose. Absolument. Puis je pense qu'il y a un gros travail à faire sur moi, j'adore les objections. J'en mange. Quand un client me pose des questions, je sais qu'il est compétent. Quand un client, là, avant de signer son contrat, là, qui me, tu sais, OK, ça, qu'est-ce qui va arriver? C'est ça, je trouve ça pertinent parce que je sais que je vais travailler avec quelqu'un qui va être émotionnellement impliqué puis qu'on va avoir du plaisir à le faire ensemble. Fait que je pense que... Puis aujourd'hui, les gens, ils peuvent avoir toutes les informations qu'ils veulent. On s'entend. Fait que quand ils prennent le temps de vous poser une question, c'est parce qu'ils vous donnent la confiance de bâtir quelque chose. Fait que c'est de le chérir, cette partie-là, de signer le contrat, mais de répondre à toutes les questions sans rien laisser sur la table. Parce que quand on répond pas, on perd la confiance. Complètement. Puis les gens ne savent pas ce qu'on fait. Puis quand on commence à les informer, faut-il avoir la possibilité de les informer? Oui. C'est là où on s'aperçoit qu'ils ne savent pas grand-chose. Mais dans n'importe quoi, tu sais, Ouais. je veux dire, plus on... C'est drôle à dire, mais plus on commence à connaître quelque chose, Moi, on le connaît. plus on s'aperçoit qu'on ne connaît rien. Ouais. Hein, pas vrai? C'est ça la beauté aussi. Écoute, je peux te parler des astres, tu sais, que quand on nous dit que la Terre existe depuis des milliards d'années, OK, ben là, puis là, c'est comme inimaginable, puis quand tu commences, tu sais, fait que c'est un peu la même chose dans notre domaine. Absolument. Et il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas et sur lesquelles on doit leur donner de l'information. Mais tant aussi longtemps que les courtiers vont valoriser le revenu qu'ils font, on va rester dans ce créneau-là de dire c'est une job pour faire de l'argent. Ouais. Puis il faut aller ailleurs.
Puis on les valorise souvent. Combien de courtiers encore s'affichent « Je suis le numéro 1 de ça, je suis... » Tant qu'à moi, c'est complètement dépassé, ce genre de publicité, de cette promotion-là. On pourrait en parler longtemps parce que, tu sais, Remax met beaucoup d'emphase sur la performance, justement, dans les trophées et tout ça. Puis je trouve ça super bien pour ceux qui sont dans l'industrie, mais de dehors. Tu sais, quand on est dehors de ça, il n'y a pas d'autres industries qui félicitent la performance salariale. C'est quand... Complètement. Fait que c'est délicat comme sujet parce qu'on veut pas qu'on mise là-dessus, mais on met tellement d'emphase là-dessus. Ce qu'on doit valoriser, ouais. c'est le nom de l'entreprise. Intéressant. Puis le reste, les cadeaux qu'on donne, les remises qu'on a, bien ça doit rester entre nous. Moi, le premier, puis des fois, j'ai de la difficulté à comprendre ça, je voudrais pas que personne connaisse mon salaire et le revenu que je fais. C'est délicat. C'est, à mon avis, impensable. Oui, on est d'accord. Puis je me valorise pas avec ça, puis au contraire, je pense que puis je suis convaincu que ça me nuirait. Ah ben, on sait bien, lui, tu sais, je veux dire, je m'en vais pas là. Mais ça va changer. Ça va changer, puis il y en a de plus en plus qui commencent à penser autrement. Ouais. Donc, c'est pas là-dessus qu'on doit travailler. Oui, c'est de revenir à la base. Puis, tu sais, juste avant, on parlait de la compétence puis de répondre aux questions. Puis, je trouve, tu sais, les guides, quand j'ai commencé, on est rendu 1700 courtiers au Québec qui utilisent les guides. Quand même. Il y a un bon travail qui a été fait. Puis, le but, c'est que si jamais le courtier n'a pas les compétences de répondre à toutes les questions, mais que le client peut prendre après ça puis lire à tête reposée pour avoir réponse à toutes ces questions. Ça, peut-être parce qu'encore là, je suis de l'ancienne école, ouais. mais moi, j'aime encore la lecture. Puis j'aime encore tenir quelque chose dans mes... J'aime encore tenir quelque chose dans mes mains. Ouais. Puis quand on a un guide, acheteur, vendeur, puis il pourrait y avoir d'autres guides, tant qu'à moi, il y en a. Mais les gens qui ont un intérêt à acheter, puis les gens qui ont un intérêt à vendre, ouais. ils lisent. Puis ils vont aller se coucher, puis ils vont regarder la revue, puis ils vont la regarder tranquillement, puis ils vont 100%. L'étudier. C'est comme la journée où tu décides de changer de voiture. C'est là que tu commences à regarder les voitures qui passent dans la rue, ouais. Quelle sorte de voiture est là, les couleurs de voiture. Mais si tu viens de signer ta nouvelle location, puis tu es bonne pour 5 ans avec ta voiture, on s'en fout un peu. Mais il faut se mettre à la place de nos clients, l'importance que ça a. Fait que oui, les Facebook de ce monde, les médias sociaux, puis tu as l'affaire pour faire la promotion de ce qu'on fait, etc., c'est bon. Mais il y a aussi du papier. Bien, en tout cas... C'est la base. C'est la base. C'est la base, d'après moi. Puis en même temps, c'est de montrer aussi l'intention. Tu sais, la préparation, puis de dire, moi, je prends ça au sérieux, d'aider les clients. Tu sais, ça passe par là aussi, d'arriver les mains vides. Les courtiers travaillent tellement fort pour avoir des rendez-vous, puis ils arrivent les mains vides, ça me dépasse. Ça me dépasse. En plus, quand tu as ces guides-là, ou même certaines énumérations du travail que tu fais, tu finis par avoir besoin d'un guide dans ta présentation. Puis la problématique, souvent, pour les courtiers, c'est qu'ils s'en vont non préparés. Mm-hmm. Mais vraiment non préparés. Moi, je me souviens, j'ai suivi un petit cours quand j'ai commencé dans l'immobilier, à savoir qu'est-ce que j'avais à faire. Puis je me souviens, on me disait, Serge, essaie de ne pas parler trop, puis pose des questions. Puis c'est toi qui dois orienter la visite de propriété. Une chose que je suis sûr, les gens achètent les gens avant d'acheter leurs produits. Fait qu'il faut qu'ils nous aiment. Puis quand on veut se faire aimer, il faut s'intéresser à l'autre. Oui. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont se faire lire les lignes de la main, qui s'en vont chez le psychologue, qui vont au tarot, parce qu'on parle d'eux autres pendant 1 heure. C'est formidable, tu comprends? Ouais, même si tu n'y crois pas trop, c'est le fun. Mais c'est ce que les gens veulent. Quand tu arrives là, il faut que tu leur démontres leur intérêt. Pas juste que tu penses que toi, tu es capable de vendre. Et souvent, à force de parler, on crée nous-mêmes les objections que les gens n'ont pas. Intéressons-nous aux gens. Qu'est-ce que tu veux dire, on crée nous-mêmes les objections? Oui, à savoir... Bon, je te donne un exemple. Moi, je suis chez Remax. Puis si je rencontre un nouveau courtier, puis que j'essaie de lui vendre vraiment... on est 150 000 courtiers dans le monde. Remax, c'est le courtier numéro 1 au Québec. On a tel nombre de courtiers pour telle affaire. Mais si la personne qui est devant moi, elle, c'est... J'espère que vous allez prendre soin de moi. Oui. C'est ça, son désir. Ça revient à ça. Puis moi, je suis après à dire que
On est full de monde. Tu sais, je veux dire, fait que là, il peut dire, ouais, mais quand est-ce qu'il va trouver le temps de s'occuper de moi? Puis souvent, ça a été l'objection que moi j'ai reçue, parce qu'on me dit, M. Brousseau, j'ai fait 62 conférences l'année dernière. Quand même. Hein? J'ai 500 quelques courtiers. Fait que c'est sûr que les gens peuvent dire, mais où il prend le temps? Mais sais-tu quoi? Moi, j'ai encore un agenda papier, là. OK. Puis ce matin, je savais que j'étais pour être ici à 9 h. Puis je sais que j'ai un rendez-vous après ça à 10h45, telle affaire. Demande toujours aux gens qui sont occupés de faire quelque chose pour toi, puis ils vont le faire parce qu'on est ce que j'appelle cédulé. La seule chose que tu peux pas m'appeler, c'est si je suis dans ma piscine le 15 juillet, puis j'ai décidé de prendre un vrai congé. Moi, ça, là-dessus, je suis bon. Quand t'es off, t'es Prends off. un vrai congé. Ah oui. Ouais. Je suis pas gris. Fait que j'aurais de la misère, tu sais, je veux dire, quand je m'en vais en vacances, je dis à mon monde, là, vous êtes capable de vous débrouiller sans moi pendant 15 jours dans ma vie. Il n'y a pas d'opération à cœur ouvert, comme qu'on dit. Là. Quand il faut prendre le temps de prendre soin de soi. Puis, je trouve ça intéressant parce que j'ai un client qui il fait, mettons, 250, 300 000 par année. Puis, à chaque fois que j'y parle, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps. Puis, ça vient chercher quelque chose en moi, quelqu'un qui me dit ça. Parce que, tu sais, moi, j'ai 2 enfants, mère monoparentale, j'ai ma business. Tu sais, je veux dire, je suis occupée, mais je prends toujours le temps. Tu sais, je veux dire, je suis bien organisée dans mon horaire. Puis je pense que c'est ça un truc aussi, c'est d'avoir un horaire, que tu es capable d'être flexible, mais de te respecter toi-même dans tes priorités en même temps. Oui. Mais il y a tout l'aspect sentir l'obligation. Qu'est-ce que tu veux dire? Okay? Moi, je suis un émotif. Ça paraît pas. J'ai pas remarqué. Ah, OK. Puis, une des raisons, tu sais, quand on parle un de mes objectifs dans ma vie, c'est pas l'argent, c'est je veux pas déplaire. OK. Mais on crée des monstres. Tu comprends? On veut pas déplaire, ça veut dire que il faut être présent pour les gens, il faut les aider, il faut ça. Fait que mon sentiment de culpabilité, il est énorme. C'est délicat, ça, comme sentiment. Fait qu'à partir de là, ben, je me sens toujours en obligation de. Fait que je me fatigue rapidement parce que je veux faire plaisir à mes employés. Moi, je veux que mes employés. Moi, je dis toujours au monde, pourquoi ils viennent chez nous? C'est quoi mon travail? Ouais. C'est de vous rendre heureux. C'est beau. C'est pas de leur expliquer la clause R2.4. J'ai des gens spécialistes qui font ça. Moi, je veux juste les prendre dans mes bras et dire comment je peux faire pour te rendre heureux. Puis souvent, les gens qui ont de la difficulté dans l'immobilier, c'est pas dans l'immobilier qu'ils ont des problèmes. C'est dans leur vie, dans les 2 espaces de vie qui sont avant ça, social, familial, émotionnel. Ouais. Puis c'est là-dessus que je travaille le plus avec les gens. Les autres, la clause, là, on va régler ça. Ouais. Mais le reste, ça demande du travail. C'est ça, tu sais, nous, notre slogan, Remax Cartier, c'est pour la qualité de vie. Ouais. Parce que je pense que la réussite, c'est pas juste dans ta business, mais c'est dans tout ce qui est autour. Si tu vas bien, ta business va suivre. Je pense que oui. À mon point de vue, là, parce que, tu sais, moi, quand je regarde mes chiffres d'entreprise, là, je suis capable de voir quand j'allais bien. Tu sais, je veux dire, on le voit dans la performance qu'on est capable d'apporter, puis aussi dans la clarté. Quand on va pas bien, puis qu'on prend pas le temps pour soi, on va pas clair. On sait pas dans quelle direction qu'on s'en va. On n'est pas connecté avec notre petit bonheur à l'intérieur. Fait que c'est là où on se perd des fois, puis qu'on prend des mauvaises décisions, puis ça a des impacts. Oui, puis on voit plus en noir aussi. Absolument. Tu sais, je veux dire, c'est bien beau, je dis toujours, puis il faut se le dire, quand il nous arrive une problématique, un obstacle, on le prend mal sur le coup, mais normalement, ça nous amène à grandir. Tout le temps, en fait. Je dis toujours, les gagnants, c'est le temps que ça prend pour se remettre. C'est ça, les gagnants. Tu Parce que c'est comprends? pas de pas mettre un genou à terre, c'est de savoir le relever. Oui, mais des fois, il y a quelqu'un qui nous met à genoux. Oui, Fait que ça, c'est une c'est la chose. vie. Mais tu as raison. Ouais. C'est le temps que ça nous prend pour se relever. Écoute, il y a combien de courtiers qui manquent une transaction? Puis que je leur parle 2 semaines après, puis ils me parlent encore de cette transaction-là qui est finie depuis 2 semaines. Là, j'écoute. Let's go. Là, on est ailleurs. Là, Ouais. on a appris de quelque chose. Ouais. Relève-toi. Puis parce que là, tu viens de perdre 2 semaines en plus de ton travail. Tu sais, c'est incroyable. Non. Ouais. Tu sais, moi, je dis toujours, on est travailleur autonome. On est autonome dans notre impôt. Puis, mais après ça, on a besoin du monde. Ouais. Puis de plus en plus.
J'adore nos conversations, Serge. Je pense on va apporter peut-être des réflexions à plusieurs personnes. J'ai envie qu'on continue cet échange-là, mais je pense qu'on va arrêter cet épisode-là pour repartir sur un prochain. Qu'est-ce que tu en penses? C'est toi qui décides. Parfait, on fait ça. Salut. On se revoit au prochain épisode. Hey, merci. Bye.